Quand on pense à un État policier, nous avons tendance à imaginer un style de vie à la Orwell où tout le monde est censé se comporter d'une certaine manière et est constamment surveillé et scruté pour les choses qu'ils font ou qu'ils ne font pas par un pouvoir supérieur aux intentions sinistres. Bien que cela puisse ressembler à de la science-fiction pour certains, les méthodes de contrôle de la pensée de 1984, la surveillance 24 heures sur 7 et un pouvoir autoritaire tyrannique torturant ceux qui dépassent les bornes ont très bien été une réalité. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, avec la technologie, l'intelligence artificielle et les tactiques gouvernementales de contrôle, certains diraient que c'est plus évident que jamais, en particulier dans des pays comme la Corée du Nord et la Chine. Il y a des gens qui prétendent que tous nos mouvements, appels vocaux, messages textes et autres formes d'interaction sociale sont enregistrés et stockés. Et de là, ce n'est qu'un petit pas pour supposer que ces données sont exposées à un conglomérat d'élites perverses de fonctionnaires gouvernementaux et d'institutions de haute technologie. Mais bien sûr, tout cela n'est que spéculation et théorie du complot. Mais bien que notre dépendance à la technologie soit un problème moderne, le pouvoir et le contrôle brandis par un pouvoir collectif ne sont pas nouveaux, et cela remonte à des siècles sous une forme ou une autre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous enquêterons sur l'héritage terrifiant de la Gestapo, la police secrète d'Hitler dont le règne de terreur pendant la Seconde Guerre mondiale a été marqué par la torture, la surveillance de masse et le meurtre. Alors, qui étaient les Gestapo ? Quel était leur but pendant ces années tumultueuses ? Quelles étaient leurs techniques et méthodes d'application de la loi ? Ce qui leur est arrivé après la défaite d'Hitler. Rejoignez-nous alors que nous essayons de comprendre l'état d'esprit et les comportements de la Gestapo. Ceci est Wars of the World. Le nom Gestapo est une abréviation de son nom officiel allemand, Geheimstaatspolizei, la traduction anglaise directe étant la police secrète d'État. Cependant, ce n'était pas la première force de police politique en Allemagne, ni même dans l'histoire de l'Europe, car l'Allemagne a une longue tradition d'application bureaucratique. Le principal devoir de la Gestapo et leur responsabilité tout au long de la Seconde Guerre mondiale et du parti nazi était d'éradiquer sans pitié toute opposition aux nazis en Allemagne et dans ces territoires occupés avec une extrême préjudice. Le Sicherheitsdienst, le service de sécurité ou service de sécurité, la Gestapo avait pour mission de garantir le rassemblement des Juifs à travers l'Europe pour leur déportation vers les camps d'extermination. La Gestapo était souvent difficile à repérer car elle était composée de policiers en civil connus sous le nom d'agents de la Gestapo dont beaucoup avaient précédemment travaillé comme enquêteurs, espions ou informateurs pour la République de Weimar. Heinrich Müller, un haut fonctionnaire allemand de la Schutzstaffel et de la police qui était le chef de la Gestapo, avait travaillé pour la police de Munich depuis 1919. Le processus de recrutement était rigoureux, garantissant que ceux ayant le plus d'expérience et un haut niveau de formation professionnelle étaient affectés aux rôles les plus prestigieux au sein de l'organisation. Ils étaient capables de convoquer leur ton de commandement, leur détermination féroce et leur prouesse stratégique pour avoir un impact rapide et furieux sur leurs subordonnés et finalement sur la population juive. Cependant, il faut noter que tous les agents n'étaient pas des policiers expérimentés. Beaucoup avaient déjà gravi les échelons du service de renseignement SS, le service de sécurité avant leurs rôles assignés au sein de la force de police d'Hitler. Ces hommes ont été recrutés pour leur capacité à percevoir une éventuelle résistance à l'agenda nazi ainsi que pour engager leurs esprits sur le centre idéologique de la machine de propagande de Heinrich Himmler. Leur influence et leur pouvoir couvraient tous les domaines et ont été mis en œuvre très rapidement car la Gestapo était autorisée à mener ses opérations sans contrainte civile ni crainte de conséquences. La rafle de milliers de syndicalistes, d'opposants politiques, de juifs et d'homosexuels a été effroyablement rapide et sans compromis, beaucoup étant arrêtés et envoyés immédiatement dans les camps de concentration. Leur liberté d'interroger, de tuer ou de torturer quiconque était considérée comme une menace pour leur programme politique ou qui simplement ne correspondait pas à leur profil préjudiciable était stupéfiante pour dire le moins. Ce qui est devenu connu sous le nom de race supérieure, un concept pseudo-scientifique dans l'idéologie nazie où la race aryenne communément croyante est considérée comme le sommet de la hiérarchie raciale humaine, est devenu un facteur majeur dans leur règne.
Aux côtés de la SS, la Gestapo gérait le traitement des soi-disant races inférieures, comme les Juifs et les Gitans, dont beaucoup ont été tués ou torturés lors de leur capture. Des membres de la Gestapo étaient également inclus dans les Einsatzgruppen ou groupes de déploiement, qui étaient des escadrons de la mort mobiles, qui suivaient l'armée régulière allemande en Pologne et en Russie avec des ordres de tuer tous les Juifs, sans exception. L'un de ces escadrons de la mort était supervisé par Adolf Eichmann, une figure marquante du parti nazi. Le bureau 4B4 a déporté des millions de Juifs d'autres pays occupés vers les camps d'extermination en Pologne. En fin de compte, le rôle de la Gestapo au sein du parti nazi était la dominance structurelle de la police politique, dont le but est de maintenir le statu quo politique et de protéger le gouvernement contre les protestations, l'espionnage et la résistance politique ou le coup d'État. C'était le rôle de la Gestapo. Maintenant que nous avons une idée de qui étaient les Gestapo et de leur rôle prédominant au sein du parti nazi d'Hitler, creusons maintenant plus profondément et enquêtons sur leurs origines, leur montée en puissance et leur règne de terreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant que les nazis n'arrivent au pouvoir en 1933, le pays démocratique d'Allemagne à partir de 1918 était connu sous le nom de République de Weimar, composée de plusieurs États tels que la Prusse, la Bavière et la Saxe, chacun ayant ses propres forces de police. À l'époque, les libertés individuelles et les légalités étaient protégées par les lois nationales et les institutions de police politique. Cela incluait la liberté d'expression et de la presse. Croyez-le ou non, la République de Weimar a utilisé ses exécuteurs pour restreindre et écraser toutes les insurrections bureaucratiques et la violence parmi les mouvements antidémocratiques des deux côtés de la division politique, y compris ceux au sein du parti nazi. Cependant, avec le temps et l'attrait de nombreux pour les enseignements politiques, économiques et sociaux du régime nazi, il est devenu évident que le département de police de Weimar était incapable de contrôler l'augmentation des bouleversements raciaux, civils et politiques. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler a été nommé chancelier de l'Allemagne et la première chose à leur ordre du jour était de mettre en place immédiatement un état de dictature et d'attribuer des rôles à certains des hommes les plus éduqués, expérimentés et dangereux de la sphère politique allemande. Le plan d'Hitler pour introduire sa propre version d'une force de police politique était primordial pour sa vision de domination domestique et éventuellement mondiale, cela commençant par l'éradication de tous les opposants politiques. Des mandats d'urgence et des ordres légaux ont été émis en février 1933 qui exemptèrent la police politique d'être punie ou poursuivie pour avoir enfreint les limites constitutionnelles. Cela incluait le décret de l'incendie du Reichstag. Cette proclamation a mis fin aux droits individuels et aux protections juridiques telles que le droit à la vie privée permettant ainsi à la police de mener leur interrogatoire, leur examen et leur incarcération de quiconque qu'ils considéraient comme une menace sociopolitique. Hitler avait approuvé la lecture du courrier privé des civils, l'entrée dans les résidences sans mandat et avait autorisé ses escouades à écouter secrètement les appels téléphoniques chaque fois qu'il le jugeait nécessaire. Et ce n'était que le début. La Gestapo a été créée durant la montée en puissance du régime nazi d'Hitler. Lorsque le parti est arrivé au pouvoir en 1933, Hermann Göring, alors ministre prussien de l'Intérieur, a détaché les unités politiques et d'espionnage de l'armée prussienne régulière et a officiellement reconnu la Gestapo le 26 avril comme sa propre unité. Heinrich Himmler, chef des SS, et Heinrad Heydrich ont de même réorganisé la police de Bavière et des autres États allemands, le premier étant nommé commandant de la Gestapo de Göring en avril 1934. Plus tard, en juin 1936, Himmler a obtenu le contrôle total de toutes les forces de police allemandes, y compris l'Ordnungspolizei ou la police de l'ordre, ainsi qu'être nommé Reichsführer SS et chef de la police allemande. Finalement, le conglomérat des forces de police, y compris le ministère de l'Intérieur, la force de détectives et les escouades de police uniformées, était sous le commandement de Himmler. En 1936, la Gestapo avait été assemblée, établie et pleinement active sous la direction du subordonné de Himmler, Gruppenführer Heinrich Müller. Cela coïncidait avec le développement de la Kriminalpolizei, la police criminelle en tant que partie de la Sicherheitspolizei ou l'organisation de la police de sécurité.
En 1939, l'organisation a été renforcée aux côtés du Sicherheitsdienst, un département de sécurité SS, pour former le bureau central de sécurité du Reich sous Heydrich. Malgré les querelles internes, la compétitivité habituelle parmi les rangs et le fait que les agences étaient en leur enfance, la Gestapo s'appuyait fortement sur ses forces compagnes, surtout en raison de leur petite taille d'environ 32 000 à la fin de 1944. En fin de compte, le rôle de la Gestapo, comme mentionné précédemment, était de rassembler autant de personnes que possible qu'ils considéraient comme une menace pour leur politique, leurs programmes ou leurs théories culturelles et raciales. Ils avaient également l'autorité d'envoyer ces âmes malheureuses dans les terrifiants camps de concentration, ce qui a finalement conduit au meurtre de millions de personnes. La détention préventive donnait à la Gestapo carte blanche pour agir à sa guise. Cette politique signifiait que toute personne arrêtée par les membres n'avait aucune chance de se défendre contre l'organisation qui pouvait facilement contourner les tribunaux. Ceux placés en détention préventive ne pouvaient pas parler à un avocat ou se défendre pendant les dates de tribunal, permettant ainsi à la Gestapo d'effectuer leurs propres arrestations, rafles et transports vers les camps rapidement et sans résistance. En d'autres termes, la Gestapo jouait à Dieu avec la vie de la population allemande. Il va sans dire que quiconque ayant une connaissance de base de la Gestapo sera conscient de la brutalité, du meurtre et du mépris de leurs méthodes, tactiques et justifications. Maintenant que nous avons une idée de la façon dont ils sont arrivés au pouvoir et ont rapidement assimilé leur règne de terreur alors que la Seconde Guerre mondiale prenait le dessus, examinons maintenant certaines de leurs règles et procédures qui ont eu lieu sous leur règne. Pendant la guerre, la Gestapo était responsable de l'enquête, de l'arrestation et de la punition de ceux qui s'opposaient au régime nazi ou entravèrent leurs efforts politiques, sociaux ou de guerre. Leurs préjugés contre les juifs, les homosexuels ou toute personne qui ne correspondait pas à leur perspective aryenne incluaient également ceux qui écrivaient, parlaient ou même délibéraient en petits cercles contre le leadership tyrannique. Ils participaient à des fusillades de masse d'hommes, de femmes et d'enfants juifs presque quotidiennement, et ils prenaient de plaisir à surveiller les installations de travail forcé à travers le pays. Leur plaisir à mener des tueries au sein de la communauté juive était généralement présagé par leur technique d'interrogatoire qui comprenait l'intimidation, la torture psychologique et physique, ainsi que d'autres tourments révoltants. La capacité de jouer à Dieu avec la vie des gens et leur logement était quelque chose que la Gestapo savourait. Sans avoir à évaluer pleinement les preuves, ils pouvaient en choisir de laisser les gens partir ou de les punir à n'importe quel degré qu'ils souhaitaient. Il est souvent difficile de comprendre et de saisir à quel point les nazis étaient non racistes et préjugés envers les juifs, même après toutes ces années. Pourtant, ils ont lavé le cerveau de leurs forces de police pour leur faire croire qu'ils étaient une menace nationale et politique. La Gestapo était donc chargée de surveiller les Juifs dans le cadre de sa mission de défense de l'État, surtout pendant la guerre. À la fin de 1935, la haine et les préjugés domestiques des nazis envers le peuple juif ont continué à s'intensifier avec l'adoption des lois de Nuremberg. Ces lois spécifiques ont supprimé tous les mariages entre juifs et allemands non juifs, ou ceux que les nazis considéraient comme de pur sang allemand. Elles ont également interdit les relations extra-conjugales de nature sexuelle entre juifs et allemands non juifs, ce qui était considéré comme une profanation de la race. La Gestapo s'assurait que la population juive était constamment surveillée au quotidien, personne par personne. Ils ont créé des divisions et départements entiers dans leurs unités pour se focaliser sur le suivi de ces données. Pendant le règne de la Gestapo, l'État nazi pensait que l'un des meilleurs moyens de résoudre les soi-disant menaces des autochtones juifs était de lancer un programme d'émigration à grande échelle pour rassembler autant de personnes que possible et de les déplacer hors du pays et vers les camps de concentration. Les départements administratifs impliqués dans le processus d'émigration et chargés de résoudre l'horriblement nommée question juive devaient s'assurer que les actifs financiers des Juifs restaient derrière et étaient transférés à l'État nazi après que la déportation physique ait eu lieu.
Cela aurait laissé beaucoup de personnes sans endroit où vivre, sans le sou, et contraintes de chercher un emploi et un abri, et de faire face à toutes sortes de conditions horribles, si elles avaient été épargnées par les horreurs des camps de concentration. Les atrocités méprisables commises par la Gestapo sont horrifiquement longues et extrêmes. De la surcharge de travail des prisonniers, à la torture, au viol, au meurtre et à la famine parmi d'autres crimes des communautés juives, homosexuelles et handicapées en Allemagne, ainsi que ceux qui ont été capturés pendant la guerre, c'était profondément révoltant. Les témoignages de témoins oculaires, les archives historiques et les preuves des camps de concentration dressent un tableau effrayant, épouvantable et impardonnable de ce que ces individus ont dû traverser. En ce qui concerne les prisonniers de guerre, la Gestapo n'a pas hésité à exécuter ceux qu'ils considéraient comme une menace pour leur camp ou leur garde. Ces récits ont été documentés et dépeints dans des films tels que La guerre de Hart et La grande évasion, ce dernier étant le véritable récit des meurtres de Stalag Luft 3. Il s'agissait d'un ensemble de crimes de guerre perpétrés par des membres de la Gestapo suite à l'histoire de la grande évasion de prisonniers de guerre alliés du camp de prisonniers de l'armée de l'air allemande connu sous le nom de Stalag Luft 3 le 25 mars 1944. Il est à noter que sur les 76 évadés qui ont réussi, 73 ont été repris, dont 50 ont été exécutés sur ordre personnel d'Adolf Hitler. Ces meurtres ont suscité un sentiment d'indignation de la part de la presse mondiale, ainsi que de ceux au sein des rangs de la Gestapo dans le camp de prison lui-même. Le secrétaire aux affaires étrangères du Royaume-Uni de l'époque, Anthony Eden, déclarerait plus tard à la Chambre des communes que ceux coupables d'un tel crime de guerre seraient traduits en justice exemplaire. Alors que la guerre touchait à sa fin, les forces alliées se révélant trop puissantes pour le régime nazi d'Hitler, l'organisation de la Gestapo s'est finalement effondrée malgré ses opérations d'arrestation de suspects politiques jusqu'à la toute fin du conflit. Lors des procès de Nuremberg d'après-guerre, la Gestapo a été officiellement condamnée en tant qu'institution criminelle. Entre le 14 novembre 1945 et le 3 octobre 1946, les groupes alliés ont créé un tribunal militaire international ou tribunal militaire international pour juger 22 criminels de guerre nazis et 6 groupes pour crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est documenté que 19 des 22 ont été condamnés et 12 Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, chef du Reichssicherheitshauptamt, Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Sazan-Quartz et Julius Streicher ont été condamnés à la peine de mort. 3 d'entre eux, Walter Funk, Rudolf Hess, Erich Raeder, ont reçu des peines à perpétuité. Les 4 restants, Karl Donitz, Konstantin von Jurat, Albert Speer et Baldur von Sirach ayant reçu des peines de prison de moindre durée. Une figure clé qui n'est pas mentionnée dans cette liste est celle du chef de la Gestapo, Heinrich Müller, qui n'a jamais été jugé après avoir disparu à la fin de la guerre. Müller a été déclaré mort en mai 1945, mais son corps n'a jamais été formellement identifié, ce qui a conduit à de nombreuses histoires, affirmations et théories du complot sur son sort final, aucune d'elles n'ayant fourni de preuves substantielles. Le Institut Minsk Telekom ne s'est pas arrêté aux officiers de la Gestapo de plus haut rang. Les organisateurs, enquêteurs et co-conspirateurs des escadrons de police nazis ont également été arrêtés, jugés et condamnés pour leur implication. Les responsabilités de l'Institut Minsk Telekom lors des audiences et des procès de tous les membres de groupes ou d'organisations liées étaient de déclarer que le dit groupe ou organisation était une organisation criminelle. Après des enquêtes approfondies sur les rangs collectifs, les officiels et les figures de proue de l'établissement de la SS, de la Gestapo et d'autres, l'autorité nationale compétente de tout signataire avait le droit de traduire en justice des personnes pour leur appartenance à cette organisation. L'Institut Minsk Telekom a par la suite condamné 3 des groupes, la cause de la direction nazie, la SS, y compris le service de sécurité, et la Gestapo. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, le corps de contre-espionnage américain a imploré l'ancien chef de la Gestapo de Leon, Klaus Barbie, pour ses efforts anticommunistes et l'a également aidé à s'échapper en Bolivie.
En 1997, Cologne a transformé l'ancien quartier général régional de la Gestapo à Cologne, la maison ELDE, en un musée pour documenter les actions de la Gestapo. Nous vivons dans un monde où les dictatures sont toujours très présentes. Pour beaucoup, les signes sont évidents. Pour d'autres, les lignes entre l'autoritarisme et de la police à plusieurs niveaux peuvent être floues. La technologie a joué un rôle central dans les programmes de surveillance de masse mondiaux. L'idée que les téléphones mobiles que nous transportons dans nos poches sont effectivement des dispositifs de suivi et qui stockent diverses formes de données relatives à notre personne peut être une notion effrayante, en particulier si ces données devaient être utilisées de manière néfaste. Heureusement, la réalité est que ces données sont principalement utilisées pour promouvoir des algorithmes en ligne, vous fournissant des mèmes personnalisés sur TikTok ou des vidéos à regarder sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner, au fait. Ce type d'observation 24 heures sur 7 n'est rien comparé aux horreurs imposées par la Gestapo. Au final, avons-nous tiré les leçons des atrocités commises par le régime nazi d'Hitler et celles des unités SS et Gestapo? Peut-être pas. Cependant, il y a tellement d'informations et de condamnations généralisées des actions du parti nazi au fil des ans que cela suggère que le bien finira par l'emporter sur le mal finalement. Merci.